Waza! Waza! Oh, c'est rigolo. Bienvenue à la première de Ça va être tout noir. Donc bon, juste comme ça pour placer un ceux qui n'ont pas la ref, c'est évidemment du film avec Alain Chabat. On commence direct sur les chapeaux de roue. Ouais, donc du coup, on va commencer en revenant sur le générique quand même, parce que le générique il est magnifique, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'aime beaucoup. Alors normalement, vous me réentendez qu'une seule fois, ce qui est bien suffisant, je pense déjà. Et ouais, plus de fois, bien vu pour les refs. Starship Troopers, Commando. Le Schwarzy Commando à la fin, il est parfait et magnifique. Donc du coup, ouais, premier numéro de Ça va être tout noir. On va se faire ça à peu près une fois par mois. On vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, tout ça. Là, pour la première, je me suis dit que j'allais préparer quand même des petits trucs à vous raconter aussi. Hein. L'idée, quand même, étant d'essayer de discuter ensemble, que vous me disiez s'il y a des trucs que vous avez vus là ces derniers temps qui vous ont particulièrement marqué, hein, en bien ou en mal. Hein, parce que d'ailleurs, vous commencez à me connaître un petit peu. Hein. Évidemment, ce soir, je veux aussi parler d'un ou deux trucs qui sont complètement daubés, hein, qui sont complètement nuls. Mais il y a aussi pas mal de trucs, moi, qui m'ont pas mal hypé. Et pas mal de trucs que j'ai vus aussi qui m'ont mis des sévères claques dans la tronche. Donc, autant faire ça pour en discuter. Les gens congratulent Romain pour le générique, c'est bien normal. Et donc, ouais, du coup, on va se faire déjà pour commencer quelques petites infos là qu'il y a eu ces derniers mois. Déjà, il y a la grosse info, c'est que je pense que tout le monde sait à peu près que le 19 mai, les cinémas vont pouvoir enfin réouvrir. Bon,
enfin réouvrir avec une jauge maximum, donc enfin, une jauge réduite plutôt, et avec toujours le couvre-feu qui passera de 19h à 21h. Donc peut-être que d'ici là, il y aura des infos qui nous diront, bah, comme à une époque, je pense juste avant qu'ils ferment, je crois, au dernier couvre-feu, si on avait le billet pour justifier de la séance de 20h ou 20h30, on pouvait rentrer chez soi sans problème. Donc peut-être qu'ils vont faire un truc comme ça ou pas, je ne sais pas. On verra l'avancée de tout ça, hein. Et surtout qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire, hein, parce que là, on va se taper à peu près 1 an et demi de sorties ciné dans la tronche à partir du 19 mai. Je dis ça parce que je le dis comme ça parce que ça peut être vu de manière assez cool, hein, et ça va être très cool. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Et il y a plein de films, ben, du coup, qui vont se faire manger. Parce que ben, là, je crois qu'en mai, ça va à peu près. Les films qui sortent sont pas forcément des gros blockbusters qui, généralement, ben, ratissent tout sur leur passage. Ça va surtout être à partir de cet été et la reprise des sorties des films ben, de super-héros, en fait. Donc, parce que les Marvel, je crois que cette année, il doit en avoir 3 qui sortent. Il y a aussi DC Comics avec le nouveau Suicide Squad. Et puis, il y a plein d'autres blockbusters. Il y a Fast and Furious. Enfin, il y a vraiment énormément de blockbusters qui vont tomber dans la deuxième moitié de l'année. Et là, à partir du 19 mai, par contre, il y a quand même quelques petits trucs qui ont l'air plutôt bien cool. Notamment, bah, Mandibule. Là, vous pouvez voir l'image qui était là juste à côté, hein, le nouveau film de Quentin Dupieux, où en fait, on va suivre les deux gars du Palmacho qui vont finalement se retrouver à essayer de dresser une mouche géante. Voilà. Il n'y a rien d'autre. C'est le pitch. Il n'y a que ça. Et moi, ça me donne méga envie. Parce que bah, Dupieux, pour ceux qui connaissent pas, bah, il y a eu Le Dain, là, je crois que c'est le dernier. C'est lui aussi qui a fait tout ce qui est Wrong Cops, Rubber aussi, l'excellent Rubber, avec un tueur en série qui n'est autre qu'un pneu. Donc tous ceux qui ont kiffé ça, je pense que Mandibule, on va encore kiffer. Surtout que c'est avec le Palmacho, et moi, le mec du Palmacho, je les trouve quand même assez rigolos. Surtout que dans l'univers de Dupieux, ça peut plutôt bien marcher, hein. C'est très très perché, donc allons-y quoi. Ça dirait de Mais bon, grandir. après il va y avoir aussi des Ça trucs dirait de grandir. qui étaient déjà sortis avant la fermeture des cinémas, genre Drunk de Thomas Winterberg, et qui a eu, je crois, l'Oscar là dernièrement du meilleur film étranger ou du meilleur scénario étranger, je suis plus sûr. Et aussi évidemment le nouveau film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, qui est grosso modo, celui-là j'ai pu le voir, et grosso modo c'est une sorte de Brasil, le film de Terry Gilliam, mais sans tout le côté fantastique. Donc, et ça critique évidemment, comme Dupontel le fait tout le temps, ça critique la société, ça critique les rapports de force entre les gens, ça critique les sociétés fondées sur l'argent, etc. Assez classique. Euh, un peu moins bien, moi je dirais, que son dernier Au revoir là-haut, qui était complètement somptueux. Celui-là est un peu moins bien, mais ça reste quand même du Dupontel, et franchement, c'est plutôt cool à mater. Et tout ça, ouais, en fait, eux, ils vont ressortir parce que vu qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur exploitation, bah, en fait, il y a eu un énorme manque à gagner pour eux. Donc, du coup, bah, là, ils vont profiter de ça pour pouvoir ressortir avant de passer bah, dans la loi des séries avec la sortie DVD, la sortie Blu-ray et l'arrivée sur des plateformes de streaming ou à la télé. Et du coup, ça, eux, ils vont certainement pâtir justement de ce côté où il va y avoir la patate de films qui vont arriver d'un coup, parce que je crois qu'il y en a à peu près 400, je crois, qui vont arriver là entre mai et le début et la fin de l'année, donc ce qui est quand même assez énorme. Et c'est des films typiquement comme ça qui vont un peu en pâtir. Ce qui est, moi, je trouve assez cocasse, pour pas le dire autrement, parce que ce genre de film, bah, généralement, en tout cas en France, comme Adieu les cons ou Mandibule, c'est des films qui peuvent se faire grâce aux énormes blockbusters qui ratissent tout sur leur passage, hein, donc les Marvel, les trucs de Warner, comme Godzilla versus Kong, ce genre de trucs. Et parce qu'en fait, dans les billets de cinéma, il y a une partie qui est destinée, en tout cas en France, à financer justement d'autres œuvres cinématographiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des films perchasse comme c'est pas permis avec Dupieux, et des films qui dénoncent à gros coups de poing dans la tronche comme Dupontel. Et ce qui est plutôt cool comme système, moi je trouve. Mais bon, là, ça va un peu se marcher dessus, ça va être compliqué. Mais bon, après,
il y a quand même des petites pépites qui vont se jeter là-dedans, hein. Il y a déjà ceux dont j'ai parlé. Il y a aussi, moi, un que j'attends depuis très très longtemps, parce que je crois que ça doit faire 3 ans qu'on en parle et 3 ans que c'est sans cesse repoussé. C'est le prochain film de Paul Verhoeven, qui est Benedetta avec Virginie Efira. Qui sort en juillet parce qu'il va être présenté aussi à Cannes. Mais bon, la sortie de juillet, on va pas trop se cantonner à ça parce que ça a déjà été repoussé pas mal de fois. Donc moi j'attends vraiment que ça y est, il sorte en salle pour être sûr qu'il soit là. Et qui va parler en fait, alors je crois que ça se passe au XVIIIe siècle, alors je suis plus sûr sur le siècle, mais en gros c'est pendant l'Inquisition où on va suivre une nonne qui Qu'ils ont pris en... va se découvrir lesbienne et qui va du coup découvrir sa sexualité dans le monastère. Et pendant l'acquisition, vous doutez bien que ça va pas trop bien se passer pour elle, évidemment. Et sachant que c'est Paul Verhoeven, le mec qui a fait Robocop, Total Recall, Cowgirl, tout ça, j'en attends beaucoup. Mais bon, on verra ça en juillet. Et après aussi, ouais, juste pour être sûr que vous évitiez ça, il y a dans les films qui vont ressortir aussi pour bénéficier de l'exploitation un peu rallongée, il y a 30 jours max de Tarek Boudali que je vous invite à ne surtout pas aller voir parce que c'est nul, c'est complètement nul. Non pas que j'aime pas les trucs de Philippe Lachaud, hein, son Nicky Larson, moi perso, j'avais trouvé ça plutôt ok. Je trouvais que ça correspondait à ce qu'il faisait habituellement et en plus, ça restait respectueux avec, enfin en tout cas avec le Nicky Larson du Club Dorothée que moi je connaissais. Et puis même le premier Babysitting, moi j'avais trouvé ça plutôt drôle. Mais par contre, 30 jours max, non, 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 c'est pas drôle. Non, n'y allez pas. Mais du coup, toujours là-dessus, hein, sur la réouverture prochaine des ciné, hein, c'est la semaine prochaine, on croise les doigts, il y a pas mal de studios du coup qui ont essayé de trouver des parades en fait là-dessus parce que tant que les cinémas sont fermés, ils ont des films pour lesquels souvent ils ont dépensé des millions dedans pour les budgétiser et le retour sur investissement se fait pas, donc c'est compliqué. Donc il y en a pas mal qui ont essayé de trouver des petites combines, des combines entre guillemets, hein, bien sûr, mais comme la Warner. En fait, la Warner, depuis la fin d'année dernière, à part pour quelques films, notamment Dune, qui lui va sortir au cinéma fin d'année, il n'y a jamais été question d'autre chose. Mais en gros, la Warner, ce qu'ils font depuis la fin de l'année dernière, ils balancent leurs films en VOD pour justement pouvoir essayer de les rentabiliser. Et c'est un peu un système bâtard qu'ils ont trouvé, surtout pour les États-Unis, parce qu'en France, ça, c'est pas possible. Mais en gros, aux États-Unis, les films, ils sortent au cinéma. Et en même temps que leur sortie ciné, pendant une semaine, ils sont dispo sur leur plateforme de streaming HBO Max, qui pour l'instant est disponible que là-bas. Et donc, apparemment, ça marche plutôt bien, les chiffres sont plutôt bons. Et pour le coup, je trouve que c'est quelque chose de pas trop con dans le contexte actuel. Essayer de faire cohabiter ces deux trucs-là, ou en tout cas de trouver des parades à tout ça. Et là, il y en a deux, trois qui me viennent. Ils ont quand même sorti Wonder Woman 2 fin d'année dernière en comme ça. Il y a Godzilla versus Kong, ça a été sorti en comme ça. Il y a Mortal Kombat qui sort demain, qui va sortir comme ça aussi. Mortal Kombat, non, il y aura pas de sortie ciné en même temps. C'est Mortal Kombat, ça va juste être en VOD. Il sort que en VOD Mortal Kombat. Et tous ces films-là, chez nous, ils sont sortis uniquement en VOD après une petite période, hein, le temps que la sortie ciné aux États-Unis se fasse. Et j'en ai vu, je les ai même tous vus, hein, tous ceux dont je viens de vous parler. Mais à côté de Warner, il y a aussi Sony, hein, qui, mine de rien, on a tendance à l'oublier, mais produit aussi pas mal de films, hein, les Spider-Man notamment, c'est eux. D'ailleurs, l'excellent film d'animation Spider-Man New Generation, si vous l'avez pas vu, je vous invite fortement à aller mater ça, c'est assez incroyable visuellement et en plus même en termes de scénar, en termes d'action, tout ça c'est super cool. Allez le mater, c'est vraiment un petit bijou. Et d'ailleurs, ils ont sorti, et ça c'est pas anodin, ils ont sorti le dernier film d'animation Netflix, alors j'ai plus le nom en tête, où on suit une famille face à une invasion de super robots. Et ça c'est un film Sony aussi en fait. Mais parce que Sony, ils ont passé un deal avec Netflix, là, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois, où en fait, le deal, c'est tous les films Sony, du coup, avec la réouverture des salles, vont sortir en salle. Mais le truc, c'est que c'est Netflix qui va avoir l'exclusivité sur l'exploitation des films
après leur exploitation en cinéma. Donc ça veut dire qu'en gros, ils vont passer au cinéma, il va y avoir la loi des séries en France, où bah, du coup, ça peut pas être mis sur une plateforme de streaming ou passer à la télé avant un certain laps de temps pour permettre d'être vendu en DVD, tout ça. Mais le truc, c'est qu'en France, Netflix, il a l'exclu. Donc tous les films Sony, si vous voulez les voir après chez vous ou en VOD, bah, ça se passera sur Netflix et pas autre part. Donc ça, je trouve que c'est quand même un gros truc, surtout que Netflix, je sais plus, ont dépensé je sais plus combien de milliards dans leur budget 2021 pour justement tout ça. Et il y a quelques petits trucs aussi, ils ont racheté pas mal de films dans le gros chaos qu'il y a eu avec toutes les sorties. C'est évidemment il y a le film La Mission avec Tom Hanks qui est du coup sur Netflix, qui est un western un petit peu à l'ancienne avec Tom Hanks qui lui, en gros, c'est un mec qui va de ville en ville et qui est chargé de lire les nouvelles, en fait, tous les soirs. Il se fait une soirée dans chaque ville où il donne les nouvelles du pays, etc., aux gens qui, à l'époque, n'avaient pas forcément accès à l'info. Et il tombe sur une gamine qui a été élevée par les Indiens, etc., et il se retrouve à devoir essayer de l'accompagner dans sa famille. Donc, il va suivre toute l'aventure, tout ça. Si vous l'avez pas vu, franchement, c'est plutôt cool. Donc, je vous invite fortement à aller le voir aussi. J'ai aussi maté Godzilla versus Kong. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Moi, je trouve que c'est plutôt OK. Je suis un peu déçu que ça marche pas, dans les traces du premier Godzilla de Gareth Evans qui était sorti maintenant il y a quelques années avec Bryan Cranston, que j'avais trouvé, vraiment, génial. Mais bon, derrière, il y a eu, Kong Skull Island, Godzilla 2 où j'ai bien vu que non, les mecs voulaient pas, partir sur ce délire-là, mais un gros truc de gros bourrin. Merci Greyback pour ton abonnement à Prime. 3e mois d'abonnement. Oh, mais quel fidèle. Est-ce qu'ils font des bisous à la fin? Alors je ne peux pas te dire, Peter, si Godzilla et Kong font des bisous à la fin, mais tout ce que je te dirais, c'est qu'ils ne peuvent tuer ni Godzilla ni Kong, sinon ça fait plus d'argent. Donc voilà. Mais en vrai, c'est plutôt OK, le scénario est inexistant. Et ce qui est cool, c'est que le film n'essaye pas de te vendre le truc. Non, non, si on a des trucs à raconter, alors qu'en fait, pas du tout. Le film te dit, on n'en a rien à foutre du scénar. On est là pour voir deux grosses bestioles se tataner la tronche. Et pour le coup, ça fait le taf. Ça fait le taf, les décors sont plutôt jolis, les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Il y a quelques petits trucs, si on veut titiller là-dessus, mais sinon, globalement, le film se regarde, c'est plutôt sympa si on met de côté le scénar qui n'est pas là. Mais après, il n'y a pas eu que des surprises, on va dire, un peu mitigées comme celle-là. Il y a eu aussi Wonder Woman 2, qui est pas loin d'être regardable à certains moments. Il y a des effets spéciaux qui sont ratés, clairement ratés, ce qui est quand même assez ouf pour un film avec ce budget et en 2021 quand même. Mais il y a des effets spéciaux qui sont ratés, dans le scénario il y a des incohérences énormes, mais vraiment des trucs qui n'ont ni queue ni tête, hein. Par exemple, alors j'ai plus son nom en tête, mais le copain de Wonder Woman revient dans celui-ci, et en fait, alors c'est pas un spoil, hein, rassurez-vous, ça arrive dans les 5 ou 10 premières minutes du film, hein. C'est en gros son mec, par un stratagème, elle arrive à le faire revenir dans le corps d'un autre gars. Donc il va passer tout le film dans le corps d'un autre gars, et tout le monde s'en fout qu'il soit dans le corps d'un autre gars, quoi. Un autre gars qui avait peut-être autre chose à faire que d'être possédé par un mort. Mais bon, c'est qu'un des petits trucs qui m'a un petit peu fait tiquer pendant le visionnage. Le pire étant vraiment les effets spéciaux. Il y a des choses, c'est horrible à regarder. Mais bon. Wonder Mech, moi je dirais que c'est Captain America Wonder Mech, hein. Le cul de l'Amérique, tout ça, hein. Et du coup, juste pour finir sur les petits trucs que j'ai pu voir, qui sont sortis direct en VOD ou à moitié au ciné, tout ça, et qui sont mauvais, il y a évidemment Monster Hunter de Paul W.S. Anderson, le maudit, et sa femme Mila Jovovich. En gros, Paul W.S. Anderson, ceux qui connaissent pas, c'est le gars qui a fait, par exemple, les Resident Evil, qui a fait aussi le Mortal Kombat avec Christophe Lambert. Donc on se souvient tous que c'était des à part entière, hein. C'était un petit peu le cousin où on disait oui, c'est bien. Maintenant, va jouer avec les autres, s'il te plaît. On ne veut pas te voir. Et dans Monster Hunter, eh ben, c'est la même chose. C'est Paul W.S. Anderson qui s'est dit, ok, il
il y a un jeu vidéo qui existe depuis énormément de temps, qui a une vraie communauté, notamment au Japon, hein, Monster Hunter, le dernier jeu Monster Hunter qui est sorti. Euh, il y a des usines qui ont fermé le jour de la sortie parce que tout le monde voulait une journée de congé pour jouer à Monster Hunter. C'est quand même assez ouf, quoi. Des usines ont dit, bah, on n'a pas assez de mecs parce qu'ils ont tous posé leur congé pour jouer à Monster Hunter, bah, on ferme, quoi. Ça vaut pas le coup d'ouvrir. Ce qui est tout ça pour un jeu vidéo, c'est quand même assez dingue. Et pour le coup, c'est un jeu vidéo qui a un vrai univers, où dedans il y a vraiment des choses à raconter. Et ben, Paul W. Anderson, il s'est dit, moi je m'en fous, je vais faire, en gros, je vais prendre ma femme, des gros fusils, et puis je vais les mettre avec des dinosaures. En gros, c'est ça. Je n'ose même pas imaginer que sa réflexion ait pu aller plus loin que ça. Parce que Monster Hunter, en gros, c'est dedans, t'incarnes un chasseur de monstres qui, bah, du coup, t'es dans une petite ville, on appelle ça un hub, hein, tu vas faire tes contrats, t'es chasseur, quoi. T'es juste un chasseur de monstres. Et bah, dedans, non, on fait arriver des Marines par un portail dans une tempête de je sais pas quoi. Ils arrivent et franchement, ils arrivent, leur première réaction, arriver dans ce monde et quand ils voient qu'il y a des créatures qui savent pas ce que c'est ok, c'est pas le moment de se demander ce qu'on fait là, ni pourquoi. Il faut tuer ces trucs. Et c'est tout. La réflexion sur comment on est arrivé là, comment repartir, elle s'arrête là. On n'en parle plus jamais. Le film se passe pratiquement aux deux tiers dans un désert. Donc pendant pratiquement aux deux tiers, t'as juste des dunes. Et Mila Jovovich qui pourrit le chasseur qui est l'acteur de Hong Bak, mais j'ai plus son nom en tête. Et en gros, elle passe son temps à le pourrir jusqu'à ce que, oh là là, il commence à s'entraider et à être amis. C'est pitoyable, c'est pitoyable, pitoyable. Et surtout que le film, il te fait tout ça, donc tu passes les deux tiers dans un désert où il se passe rien. Et puis les 5 dernières minutes du film, t'as ah oui, c'est vrai, il y a tout un univers et tout dont on n'a pas parlé, mais t'inquiète, ça c'est pour le deuxième film. Donc bon, voilà. Et j'espère franchement qu'il n'y en aura pas de deuxième vu la tranche du premier. Mais bon, on va passer à autre chose, on va passer à des trucs un peu plus cool. Vous, je sais pas, vous avez maté des trucs récemment qui vous ont fait surkiffer, ou que vous avez trouvé à chier. Ouais, Peter qui nous parle de ses vacances. Ouais, Peter est en vacances, au soleil. American Sniper, ouais, effectivement, ouais. Effectivement, avant qu'il parte en congé, ouais, on en a parlé. Et bon, pour ceux qui savent pas, c'est American Sniper, c'est un film de Clint Eastwood qui parle donc c'est basé sur une histoire vraie, c'est Bradley Cooper qui joue le personnage. Et en gros, ça parle d'un mec qui est allé en Irak en tant que sniper et il est revenu et il a décidé parce que lui, ben, il a eu tout ce qui est stress, choc post-traumatique, tout ça. Ben, lui, quand il est revenu, du coup, il a dû vivre ça. Et il a décidé d'essayer d'accompagner et d'aider d'anciens combattants bah, qui avaient aussi ces stress-là dus à la guerre et qui s'est fait buter par un des mecs qu'il essayait d'aider. Donc, et franchement, autant Clint Eastwood dans la vie privée, on va dire, c'est quelqu'un qui a l'air, en tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez vieux, qui a des idées assez vieilles et assez rétrogrades, entre guillemets, mais qui, je sais pas comment c'est possible. Il arrive toujours dans tous ses films à saisir quelque chose des personnages qui filme et dont il parle qui est assez magique, quoi. Je trouve, c'est le plus humain des mecs qui ont voté, enfin, qui ont soutenu Trump aux dernières élections, quoi, peut-être. C'est assez incroyable comment dire, ces deux volets de la personne, quoi. Clint Eastwood au cinéma, c'est quelqu'un qui filme l'humain, qui est beaucoup dans la bienveillance, dans la compassion, et qui après a un discours public qui est assez haïssable, notamment sur le port d'armes, tout ça, quoi. Mais bon. On n'est pas là pour ça. Mais ouais, du coup, American Sniper, franchement, matez-le si c'est pas fait, parce que c'est pas du tout en mode oh, les États-Unis, on sauve le monde, tout ça. Non, 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 ça nous parle d'un gars qui a vécu des choses horribles, qui a dû faire des choses horribles et qui l'a super mal vécu, donc qui a essayé d'aider les autres. Et le retour, bah, c'est de se faire tuer. Et c'est vraiment très, 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 très bien. Et Drunk, évidemment, ouais, 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 c'est peut-être pas encore arrivé, mais j'ai dit tout à l'heure ouais, qui a été justement en plus oscarisé. Alors je sais plus si c'est
je sais plus si c'est merde. Je sais plus si c'est Oscar du meilleur scénario étranger ou Oscar du meilleur film étranger. Je suis plus sûr. Je suis plus sûr du tout. Mais qui est c'est Thomas Winterberg et que moi je connais notamment avec le film Festen qui est, qui est assez ouf le film Festen aussi. Si avant le 19 mai vous avez l'occasion d'ailleurs de voir Festen pour vous si vous êtes curieux de est-ce que je vais voir Drunk ou pas, franchement faut y aller quoi. Surtout que Drunk ça part d'un truc d'un philosophe je crois danois mais je suis pas sûr de la nationalité qui dit qu'en gros, il nous manque autant de pourcentage d'alcool dans le sang pour vivre tout à fait autrement et bien et de manière bien meilleure. Euh, Et oui, du coup, tester le pitch de Drunk, ouais, ça ressemble un petit peu à des vacances où tu prends l'apéro non-stop. C'est pas un programme qui a l'air très déplaisant. Et on rappelle apéro avec modération, évidemment, évidemment. Du coup, là, c'était un petit peu les news. En tout cas, moi, ce qui m'a un peu marqué ces derniers temps. Dans l'actu ciné, hein. Il y a d'autres choses aussi, parce que notamment, mais c'est tombé que depuis aujourd'hui, donc j'ai préféré pas trop vous en parler parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller vraiment voir ce que c'était le délire. Mais en gros, il y a une grosse vague aux États-Unis de dézinguer les Golden Globes. Alors apparemment, c'est parce que tu as aussi des choses en lien avec l'affaire Weinstein, etc. Enfin, ça a l'air d'être quand même assez complexe la compréhension de ce truc. Mais c'est pour ça. Il y a ça, je vous en parlerai certainement à un autre moment, parce que je vais aller d'abord un petit peu devoir me renseigner sur le sujet pour pas vous dire n'importe quoi. Mais voilà, c'est le gros truc qui est sorti aujourd'hui, quoi. Mais sinon, au-delà des news, Papy fait de la résistance. Alors, désolé, je me coupe, mais je vois Papy fait de la résistance. Quel moufle d'alpha. Regardez ça. Et Papy fait de la résistance. C'est un excellent film. Je crois que c'est Martin Lamotte, la scène où il est dans le canapé et qui dit, qui menace de crier si ils arrêtent pas d'être violents. C'est magnifique. Non, d'ailleurs, justement, j'ai été coupé par Papy fait de la résistance, mais on va passer du coup aux trucs qui vont arriver et qui, moi, me hype particulièrement, pour ne pas dire me font baver à chaque nouvelle info qui sortent. Donc, il y en a deux, trois, hein, vous rassurez. Rassurez-vous, il n'y en a pas des masses non plus qui m'ont fait baver. Mais il y a des trucs quand même, notamment The Green Knight de David Lowery, qui normalement doit sortir le 30 juillet, dont là vous voyez des photos sur le côté que je trouve magnifiques. Donc c'est avec Dev Patel, hein, pour ceux qui l'ont pas reconnu, que vous avez pu voir dans Slumdog Millionnaire notamment. Et en gros, The Green Knight, c'est une relecture des mythes arthuriens. En plus, ça va arriver à peu près à la même période que Camelot, donc on va avoir deux gros trucs cet été sur le roi Arthur, bien différents. Et moi, ça me fait kiffer. Mais en gros, c'est une libre adaptation du roman Sir Gawain et le Chevalier Vert, où on va du coup forcément suivre Gauvin, qui se retrouve en fait mis au défi par un immense chevalier vert armé d'une hache. Là, sur la photo, vous voyez, c'est le guerrier juste en dessous qui a l'air d'être mi-homme, mi-sapin. Et en gros, il débarque, il défie Gauvin, Gauvin le tue. Une fois le tue bien, hein, il le décapite. Et à ce moment-là, le chevalier se relève, chope sa tête et dit à Gauvin, on se revoit dans un an. Et il part. Et donc voilà, c'est le pitch de base du truc. Et moi, vu ça et vu les photos là qu'on peut voir dans écran large, hein, d'ailleurs, si vous connaissez pas, que vous voulez essayer d'aller lire un petit peu de trucs sur le ciné, écran large, c'est plutôt pas mal. Je suis assez souvent d'accord avec ce qu'ils racontent en plus, donc ça c'est plutôt cool. Et ils ont aussi une chaîne YouTube qui est plutôt cool avec des petites vidéos si vous voulez pas aller vous taper les articles. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, Green Knight, moi ça me hype à donf parce que il y a Dev Patel et Dev Patel, moi je trouve que c'est un excellent acteur. Les photos, mais je trouve laissent présager quelque chose d'assez sombre, d'assez peut-être pas glauque, mais peut-être assez mélancolique dans l'ambiance générale. Et le petit chauve que vous voyez tout en bas, c'est le réalisateur, c'est David Lowery. Mais voilà, The Green Knight, moi, ça me donne très, 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 très envie. Maintenant, il faut attendre le 30 juillet. D'ailleurs, il y a des bandes annonces, hein, de pratiquement tout ce dont je vais vous parler ce soir. Il y a les bandes annonces qui sont sorties, mais je me suis dit que j'allais laisser, si ça vous intéressait, je vous laisse aller les voir, quoi, parce que si je vous passe des bandes annonces, on n'a pas fini.
Mi-homme Michel Sapin. Mi-homme Michel Sapin. Exactement, c'est le nom du chevalier vert. Mais du coup, voilà. Green Knight, moi je suis méga hypé et je pense que dès qu'on aura d'autres infos ou dès que je l'aurai vu, j'essaierai de trouver un moyen de vous en parler si ça vous intéresse évidemment, parce que je pense que ça va être très très bien. Ou en tout cas, ça va être une vraie proposition originale sur les mythes arthuriens en fait, comme on n'en a pas eu depuis quand même un petit moment maintenant. Deuxième petit truc, c'est un film français, chose qui n'est pas habituel, j'allais dire qui n'est pas rare, mais si, c'est assez rare qu'un film français me hype à ce point. Et là, c'est Le Dernier Voyage de Romain Quirault, de qui c'est le premier film. Et il y a un court-métrage qui, je crois, s'appelle aussi Le Dernier Voyage, que vous pouvez aller essayer de chercher sur YouTube, si vous voulez vous faire une petite idée un petit peu du délire du gars. Et moi, ça me hype tellement, parce que bah, déjà, les photos, quoi. Un film français qui a ce genre d'ambition visuelle, moi, enfin, ça me scotche direct, quoi. Ça a l'air sale, ça a l'air sombre, et ça a surtout l'air d'être multi-référencé, quoi. Le mec, là, avec le petit casque, me dites pas qu'il vous fait pas penser à un Mandalorien, quoi. Enfin, je trouve ça super. Je n'ai plus le mot. Mais en tout cas, ça me frétille ma curiosité. Et du coup, ouais, il y a donc c'est le film de Romain Quirault. Il va y avoir Philippe Catherine dedans, qui, pour ma part, à chaque fois que je le vois dans un film, je trouve qu'il sublime tout. Il est magnifique, ce mec. Jean Reno, hein, le bon vieux Jeannot. Euh, et j'avais pas vu le jeu de mots de Peter, il est chaud, le mec. Mandalorien, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais ouais, du coup, il y a Philippe Catherine, Jean Reno, et il y a aussi Hugo Becker, et Peter sera content, parce que c'est le personnage principal de la série Arte, Au service de la France, qui, pareil, si vous ne l'avez pas vu, je crois que c'est dispo sur Netflix, et c'est plutôt rigolo. Alors Peter sera pas d'accord, il trouve que c'est la meilleure série humoristique de tous les temps. Je nuancerai un peu ça, c'est très drôle, mais c'est pas non plus la meilleure série humoristique de tous les temps. Arte cœur à vif, magnifique ce genre de jeu de mots, on en veut plus. Mais donc voilà, le dernier voyage, moi qui me hype pas mal, et en plus c'est français, donc moi j'ai envie de voir. Ah ouais, je vais peut-être vous dire le speech aussi, j'ai zappé. Donc en gros, on est sur Terre, dans le futur, vous vous en doutez. Il y a l'humanité qui apparemment a trouvé une nouvelle source d'énergie dans des mystérieuses planètes rouges, et il se trouve qu'il y en a une d'elles qui fonce droit sur la Terre. Et alors ça, on va attendre de voir le film pour le savoir, mais apparemment il y a un gars qui est Hugo Becker, qui est le seul à pouvoir détruire cette planète qui va détruire la Terre, hein, dans quelques jours, mais il décide de refuser, de se faire la malle, et du coup, bah, il se retrouve traqué sur la planète. Donc voilà, pour l'instant, c'est les seules infos qu'on en a. Pour l'instant, la date de sortie sur l'affiche du film, c'est noté une fois que la fin du monde sera finie. Donc je pense que ça va être aux alentours de mai ou juin. Ou cet été, hein, ce genre de film, généralement, c'est quand même des films qui sortent en été pour essayer de ratisser large, parce que ben, il y a eu du fric mis dedans. Mais en tout cas, moi, des choses comme ça, en tout cas, en France, même si c'est pas forcément totalement génial, ou si c'est pas un succès planétaire, ou s'il y a des défauts, moi je m'en fous, mais je trouve que c'est important que ce genre de film en France, et fait par des Français, existe pour éviter aussi de se faire bouffer par les films américains, parce que bah, de plus en plus, c'est quand même que du Marvel ou du Disney qui est quand même assez problématique sur certaines choses. Mais bon, voilà, le dernier voyage qui me hype beaucoup. Alors c'est ouais, mai ou juin, la fin du monde est finie. Alors il a pas mis de date, hein, il a juste dit quand la fin du monde sera finie, mais bon, je pense que ça va être avec la réouverture des ciné, a priori qu'elle devrait se finir cette fin du monde. Et du coup, il y en a encore deux petits derniers. C'est alors le prochain film Netflix qui sort le 21 mai, c'est Army of Dead de Zack Snyder. Donc avec notamment Batista, vous avez certainement dû en entendre parler ou voir des visuels, qui en gros va suivre une équipe de ce qui a l'air d'être des gros bourrins. Le mec a une tronçonneuse, je ne sais même pas, une scie circulaire sur l'épaule, portative, on est dans le normal. Mais en gros, une équipe de gros bourrins qui vont partir faire un casse à Las Vegas. Le seul petit souci, c'est que Las Vegas est envahi par une apocalypse zombie. Donc voilà, des gros bourrins qui font un casse
les méchants c'est des zombies. Moi, il m'en faut pas beaucoup plus pour être hypé, surtout que c'est fait par Zack Snyder. Zack Snyder, vous le connaissez certainement pour tout ce qui est Superman, etc., la Justice League, tout ça, tout ça. D'ailleurs, le Snyder Cut de la Justice League, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, bon, après, il fait 4h20, je crois, c'est quand même costaud à regarder, mais c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien. C'est beaucoup mieux que le Justice League d'il y a quelques années. Mais voilà. Army of Dead, moi, ça me hype beaucoup parce que Zack Snyder, son premier film, c'était déjà un film de zombies. C'était un remake du film zombie du maître des zombies, George Romero, qui s'appelait, donc le titre VF, c'était L'Armée des Morts, mais le vrai titre, c'est Dawn of the Dead. Et c'est qui était super fun, qui était super décomplexé sur le mythe du zombie, et qui, franchement, on en voyait vraiment plein la tronche, quoi. Ça se prenait pas au sérieux, il y avait des viscères partout, c'était super fun à regarder. Et Army of Dead, ben moi j'ai très 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 envie de voir ce que ça va donner parce que déjà les premières bandes annonces, ben ça laisse présager un truc totalement what the fuck, et surtout apparemment ça revisite, alors ça revisite c'est un bien grand mot, hein, mais ça donne des nouvelles compétences aux zombies parce qu'apparemment dedans les zombies vont être hiérarchisés, hein, il y a un roi zombie, etc. Sur certaines images, ou en tout cas dans la bande annonce, on peut voir que ben ils ont des armures un petit peu sur eux, tout ça, et rien que ça, pour la tentative d'essayer de remettre un peu le zombie dans d'autres trucs, moi, ça me donne bien envie, quoi. Et surtout par Zack Snyder, qui, je trouve, visuellement, a toujours eu quelque chose d'assez incroyable dans sa manière d'aborder la photographie dans un film. C'est tout le temps visuellement très marqué. Et là, bah, moi, j'attends de voir ça, quoi, avec des zombies, du sang, du gore, et un truc totalement what the fuck. Et Batista, qui, mine de rien, en tant qu'acteur, moi, j'aime beaucoup. Pour l'instant, dans pratiquement tout ce qu'il a fait en film, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé extraordinaire. Donc là, Army of Dead, moi je dis c'est parti. Mais bon, ça sort à la fin du mois, on a le temps un petit peu de voir. Et le dernier film, c'est Oxygène de Alexandre Aja qui sort aussi sur Netflix, mais là il sort demain. Donc Alexandre Aja, c'est qui? Alexandre Aja, c'est un Français, réalisateur que j'adore, qui a réalisé notamment, je crois que son premier film c'est Haute Tension, un film d'horreur, slasher. Enfin, slasher, c'est en gros, t'as un tueur en série qui a l'air immortel et qui fait plein de victimes tout au long du film. Je le caricaturais vraiment beaucoup. Mais Oxygène, donc de Alexandre Aja, avec Mélanie Laurent. Ça sort demain sur Netflix et on va suivre en fait Mélanie Laurent qui se réveille et qui se retrouve enfermée dans une capsule cryogénique qui a une fuite d'oxygène. Donc il va falloir vite se sortir de là. Comment? On le verra demain. Mais le concept est, je trouve, assez original entre guillemets parce que ça a déjà été quand même fait plusieurs fois. Notamment, si vous avez jamais vu, c'est le film, alors Buried, je sais pas trop la prononciation, mais Buried, de Rodrigo Cortés, avec Ryan Reynolds, qui est incroyable. Jusqu'à la dernière seconde du film, vous êtes vraiment en apnée, en mode mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se finir. Le film est incroyable, si vous l'avez jamais vu, foncez-y, c'est super cool. Et Oxygène a l'air d'être un petit peu dans cette veine-là, de suivre Mélanie Laurent qui est tout seul dans une boîte, et on va voir un petit peu comment elle s'en sort. Donc pour l'instant, apparemment, les premières critiques qui sont sorties donc de magazines, etc., donnent beaucoup de positifs. Tout le monde a l'air d'accord pour dire que c'est plutôt cool. Mais voilà, à partir de demain, on va pouvoir s'en faire une idée. Et moi, je suis très impatient de le voir parce que c'est un film de Alexandre Aja, un Français, et qui est excellent dès qu'il se met à la réalisation, je trouve. Un sondage pour savoir quel Batista préférez-vous? Mais qu'est-ce qu'on a comme choix aussi de Batista? Georges Romero et Juliette. Ah, les mecs sont en forme. Des nouvelles compétences, il y a des zombies qui ont fait un CAP chaudronnerie. Eh ben, peut-être, peut-être. Salut Twist. Oui, alors justement, le commentaire de Romain qui nous dit que ça avait l'air cool, Army of Dead, jusqu'à ce que je dise Mélanie Laurent. Je sais qu'il y a un mouvement qui dit que Mélanie Laurent joue mal. Je le sais.
Je suis pas entièrement d'accord et je suis pas entièrement en désaccord non plus. Mais en tout cas, pour l'instant, les critiques disent que Mélanie Laurent s'en sort à merveille. On verra demain, on sait comment ça marche les critiques avant les sorties, notamment étrangères, hein, qui sont souvent sponsorisées. Mais on va pas le dire. Mais voilà, donc on verra demain. Moi, Mélanie Laurent, ça me rebute pas plus que ça, du coup. Et du coup, ouais, juste deux petits derniers trucs avant de passer à autre chose. C'est que on sait enfin quel sera le prochain film de Michel Hazanavicius. Donc évidemment le génial réalisateur des deux premiers OSS 117, dont le troisième réalisé par Bedos sort cet été. Donc lui, donc mais Hazanavicius, c'est OSS 117, c'est la classe américaine, c'est je crois Barbara, l'un de ces derniers. Et là, le prochain film, il va s'atteler à un remake. Alors, je crois que pour l'instant, le titre, je ne sais pas si c'est le titre final ou si c'est que le titre de travail. Pour l'instant, c'est Z. Et en fait, c'est un remake du film japonais One Cup of the Dead, Ne coupez pas, qui était sorti en 2017 et qui a été réalisé par Shinichiro Ueda. C'est un film de zombie comédie qui, pour le coup, si vous êtes curieux, ça vaut franchement le détour. C'est quelque chose de très amateur avec un budget qui n'a pas dû dépasser les 50 euros, je pense, mais qui a vraiment il y a une vraie envie, il y a une vraie passion dans la manière dont c'est fait, dans ce que ça nous propose. C'est plutôt drôle, surtout la deuxième partie du film elle est très 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 drôle. Mais voilà, Hazanavicius va remaker, rebooter, je ne sais pas le bon terme, mais en tout cas il va se baser sur ça pour faire son prochain film. Et moi je demande qu'à voir. Hazanavicius, un mec qui fait des films super rigolos, avec des zombies qui sont super rigolos, et ben banco quoi. Banco, banco. Alors Peter qui affirme que Mélanie Laurent est très bien parce qu'il l'a vue au Regency et qu'elle est toute petite. Euh, et du coup, ouais, dernière petite info moi que j'ai vue qui m'a hypé sans vraiment me hyper, une info un petit peu mouais. Ouais. C'est que ben, la série sur Carlos Ghosn va bel et bien se faire. C'est François Cluzet qui va interpréter Carlos Ghosn. Ça va s'appeler The Fugitif. Mais on ne sait pas encore sur quel où est-ce que ça va être disponible. Je sais qu'à un moment, Carlos Ghosn était en négociation avec Netflix, donc peut-être que ça sortira là-dessus. On va voir. Mais en gros, voilà, ça va nous raconter la fuite de Carlos Ghosn du Japon à je ne sais plus quel pays, parce qu'il est en garde à vue au Japon. Donc voilà, donc, curieux. Moi, je suis un tout petit peu curieux de voir parce que ça va être réalisé par la réalisatrice de Away, qui est disponible aussi sur Netflix. Donc c'est pour ça que je me dis Netflix peut-être, hein. Et ça va surtout être scénarisé par le scénariste de Umbrella Academy, qui accessoirement est aussi une série Netflix. Donc je me dis, pas impossible que ça arrive sur Netflix quand même tout ça. Mais du coup voilà, on va voir. Je regarderai certainement par curiosité, mais ouais, j'en sais pas plus. Carlos Ghosn Baby Gone. Non, ça aurait été bien mieux, ça va s'appeler The Fugitif. The Fugitif. Harrison Ford se retourne dans rien du tout parce qu'il est pas mort. Romain qui dit que j'ai rien du tout contre Mélanie Laurent, j'essaie juste de faire le critique ciné. Ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça. Mais du coup, voilà, c'était un petit peu là bah, les infos, moi qui m'avaient marqué ces dernières semaines, les trucs qui vont arriver et qui me donnent fortement envie. Et là, on va passer à un truc un peu plus classique dans ce que je fais d'habitude. C'est parce que j'ai vu deux films sur lesquels je me suis dit, tiens, je peux les rapprocher. Il y a quand même un gros fond commun. euh, un gros fond commun sur les deux films et c'est traité de deux manières extrêmement différentes et c'est traité et en plus ce qui sublime pour moi le truc c'est qu'il y a un film où c'est traité au tractopelle et le film est nul et il y a un film où c'est traité avec de vrais enjeux de manière très réelle, de manière très crue et c'est un chef-d'œuvre. Donc les deux films c'est In the Shadow Cloud qui est sorti en VOD il y a pas longtemps et The Nightingale qui lui est sorti en 2017 si je ne m'abuse, mais qui est arrivé chez nous en VOD seulement malheureusement que au mois de mars dernier. On me demande
demande de faire Marion Cotillard qui meurt. On peut pas faire ça. Personne ne joue aussi mal. Personne. Et oui, donc du coup, je vais vous dire vite fait de quoi ça parle, les deux films. Donc il y a Shadow in Cloud qui est réalisé par Rosanne Liang, Il s'agirait de Gandhi, hein. qui nous fait suivre de Gandhi, hein. une jeune femme pendant, donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une jeune femme qui s'incruste dans un B-17, un bombardier de l'armée américaine, avec une mallette, et elle dit à tout le monde, dedans il y a plein de documents secrets, vous n'avez pas le droit d'ouvrir cette mallette, machin. Et évidemment arrive ce qui arrive très fréquemment à cette période de l'histoire, elle rencontre un Gremlins. Et donc voilà, ça c'est le film. Alors, en soi, ça peut donner envie, hein, le pitch, hein. Moi, franchement, tu me dis, bah, le film, c'est 2 heures où tu as des gens dans un avion qui vont devoir se bagarrer avec des gremlins qui font flipper. Moi, je dis banco, hein, mais le film, je vais vous dire un petit peu après pourquoi ça passe totalement à côté de toutes les idées qu'il a. C'est assez incroyable, hein. Et donc, l'autre film, le chef-d'œuvre, la petite pépite, c'est The Nightingale de Jennifer Kent, donc où on est en Australie quand elle est en domination anglaise, hein, on est en 1825, et l'Australie à cette époque c'est plutôt une sorte de pénitencier à ciel ouvert en fait, hein. C'est en gros il y a l'armée britannique, enfin l'armée anglaise qui est là pour un petit peu chapeauter tout ça, donc c'est-à-dire prendre la terre aux indigènes australiens, dire que ben eux ils doivent vivre comme des klebs parce qu'ils sont noirs, et faire venir en gros pour pas tous les criminels, pour pas qu'ils emmerdent le pays. L'Angleterre, hein, parce que l'Australie, c'est à peu près ça, à cette période. Et dedans, on y suit Claire, qui est nouvellement mariée, qui est une toute jeune maman, qui est là-bas bah, parce que elle a commis un crime ou un délit, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle est là, et elle a un officier de tutelle, qui est quelqu'un qui est plutôt pas cool, voire pas cool du tout. Avec elle, mais avec tous les gens qu'il est amené à rencontrer. Il est imbuvable, ce type. Mais voilà, c'est un petit peu les deux synopsis de ces deux trucs. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué là-dedans, c'est que les deux films, en fait, essayent de mettre, ou en tout cas, parlent de féminisme, fondamentalement. Le fond de ces deux trucs, c'est de parler de féminisme et de combat de femmes. Et ce qui est assez dingue, c'est que dans Shadow in Cloud, c'est fait, mais d'une manière, mais c'est incroyable que les gens se soient dit, c'est nickel, on envoie comme ça, le film est super. À aucun moment, on parle vraiment de ce féminisme. En fait, on remet encore une fois la sauce très hollywoodienne pour surtout que ça plaise à tout le monde et que ça heurte surtout personne. Coucou Fabastien, merci d'être passé. Et du coup, ben, ça passe un peu à côté de tout parce que ça veut parler de féminisme juste en mettant une jeune femme qui se fait insulter et à qui on parle mal, et bien évidemment, qui lui parle mal, qui l'insulte, c'est tous les hommes de la vie. Parce que tous les hommes sont des gros salopards avec les femmes, c'est bien connu. Il y en a même pas un qui rattrape le truc, c'est bien connu. Parce que ouais, même à l'époque, je pense qu'il y avait des mecs qui étaient pas juste des gros bourrins imbuvables comme t'as dans le film, hein. C'est subtilité niveau zéro, c'est à gerber les dialogues, hein. Clairement, c'est à gerber les dialogues. Elle, qui est, alors c'est, comment c'est déjà son nom? C'est Chloé Grace Moretz, que vous avez pu voir notamment dans Kick-Ass, tout ça, que moi je trouve plutôt sympa d'habitude. En tout cas, je trouve qu'elle joue plutôt bien, qu'elle fait passer des beaux trucs. Et là, dans Shadow in Cloud, bah, elle est pas là. Alors, je pense que le pitch du film et les scènes qu'elle a dû jouer l'ont pas aidé, hein. Mais clairement, le film est assez médiocre, hein. Parce que le féminisme, c'est juste comme ça qu'on en parle. Et après, il y a une scène finale bah, je vais pas vous dire parce que je vais vous spoiler, mais la scène finale est incroyable de stupidité et de médiocrité. Ouais. C'est vraiment. Alors, en gros, la scène finale dans Shadow in Cloud, ils essaient de faire un truc qui est en résonance avec le cinéma des années 80-90, qui était en gros cette période, on l'appelle communément le cinéma reaganien, comme le président Reagan. En gros, des années où aux États-Unis c'était très à droite la politique, l'Amérique devait incarner des valeurs de on va sauver le monde, etc. Et c'est que des films où il y avait Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, tous ces
mecs-là, Chuck Norris, Steven Seagal, toute cette période-là, c'est considéré comme ça, comme du cinéma de droite, en fait, finalement, qui fait passer des valeurs un peu machistes, avec les protagonistes qui sont tout le temps des boules de muscles qui sauvent le monde, et avec leur petite ersatz de femme à côté pour dire « Oh là là, j'ai bien travaillé, à la fin du film, nous deux, on va s'embrasser ». Et voilà, ça essaye d'un petit peu de critiquer ça en essayant de mettre une image très très forte à la fin du film. Et ça marche pas du tout. Ça m'a fait marrer, moi. Tellement c'est ridicule, ça m'a fait marrer. Mais bon, enfin, je trouve pour le coup, je tape un peu dessus, mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment des idées dans le film. Rien que cette scène à la fin, de mettre quelque chose en scène de très visuel sur justement la vision de la femme qui est en résonance avec les sociétés des années 80-90, je trouve l'idée vraiment pas bête, mais c'est juste ni fait ni à faire la manière dont ils l'ont fait. Et tout le film est comme ça. Tout le film, on se dit, ah tiens, il y a une idée, et en fait, non. Non, il foire le truc, forcément. Dès que tu as un soupçon d'idée dans le film, tu sais que 2 secondes après, c'est foiré, c'est de la merde. Voilà, malheureusement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais, par contre, pour contrebalancer cette petite daube, il y a The Nightingale que vous pouvez voir, qui est par contre, pour le coup, mais d'une justesse assez incroyable. Alors je vous préviens tout de suite, hein, c'est un film qui, je pense qu'il doit, alors je sais pas parce que j'ai pas fait attention au Peggy, mais il doit être Peggy 16, il doit être interdit aux moins de 16 ans parce que c'est quelque chose de très très dur, c'est quelque chose de très très cru dans la manière de présenter les choses, hein. Dedans il y a des meurtres super sanglants, il y a de la violence dans tous les sens, il y a des viols, il y a enfin faut être accroché pour y aller, notamment sur la première demi-heure du film qui est pesante et qui, pour le coup, permet au film de te maintenir en haleine, mais en même temps dans une sorte de cocon de waouh, 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 mais jusqu'où ça va aller, quoi. Et ce qui est assez dingue, c'est que c'est jamais too much, c'est jamais violent juste pour être violent. Il y a tout le temps une raison. Et la raison, généralement, c'est de te montrer que, en fait, là, on est en train de parler d'êtres humains et que les êtres humains, ils sont pas jolis, en fait, quand tu les mets dans ce genre de contexte. Hein, dès qu'ils ont une sensation de supériorité, une sensation de pouvoir, ils vont essayer de l'exercer. Généralement, si ça va pas, on plie. Et s'il faut plier physiquement, on va plier physiquement. Donc voilà, je trouve un grand, 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 grand film, The Nightingale, qui a une image en plus qui est assez sale, qui matche parfaitement avec les paysages qu'on voit, hein, parce que du coup en plus c'est en Australie, donc c'est assez dépaysant, hein, il y a aussi bien de la jungle que des gros sentiers boueux, etc. Et tout ça c'est mis au service de l'histoire de Claire, cette jeune femme qui en fait pendant tout le film va essayer de se venger d'un mec qui lui a pas fait que du bien. Mais je vous en dis pas plus pour surtout pas vous spoiler, mais en tout cas elle a morflé la gamine, et elle va faire tout son truc pour aller se venger de ce mec. Mais le truc c'est que c'est pas juste, on va pas être justement dans l'image des années 80-90 où par exemple dans l'excellent au demeurant Commando que vous avez pu voir dans le générique, où Schwarzenegger au début du film, sa fille est kidnappée, Schwarzenegger dit ok, je prends un bazooka, je vais buter tout le monde et je sauve ma fille. Voilà, là on n'est pas là-dedans, là on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. On est sur une femme qui a subi des agressions sexuelles, qui a morflé dans sa chair, dans son âme, et qui, en fait, tout au long du film, va vouloir se venger, mais jamais gratuitement. Et toujours en se posant des questions, en se disant, est-ce que vraiment ça, c'est ce que je veux être? Est-ce que c'est moi? Et ça, c'est assez bluffant à voir. Il est vraiment... le film, franchement, il va vous foutre une grosse mandale dans la tronche. Et surtout que il y a toute l'image et le visuel du film qui sont vraiment mis au service de tout ça. Il y a rien que le cadre, c'est pas du 16 neuvième ou des formats auxquels on a souvent l'habitude de mater les films. Alors j'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'est du 1.1 ou 1.0, je ne sais plus. Mais en gros, c'est une image carrée. Et cette image carrée, en fait, ça permet de encore plus écraser tous les personnages qu'on va voir dedans, et ça met encore plus de pression sur eux, ça met encore plus de tension dans le film, surtout que à côté de tout ça, il y a une histoire d'amitié qui se noue un peu entre Claire, hein, l'héroïne du film qu'on va suivre du début à la fin, et Boy, elle l'appelle, qui est un indigène australien, qu'elle embauche pour la guider à travers l'Australie, pour justement rechoper le mec qui lui a fait du mal. Et tout ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, ça fait
appelle à un sous-genre du cinéma des années 80-90, là aussi, même peut-être un petit peu avant, qui est le Rap and Revenge. Ceux qui sont bilingues sauront parfaitement de quoi je parle, mais et qui était un sous-genre jusqu'à présent, hein, en tout cas dans ces années-là, qui était souvent considéré comme des nanars, qui collaient à des films d'horreur assez dégueulasses et assez mal foutus, voire même de la pornographie, hein, clairement. Et là, le film, il reprend tous ces codes-là de ce Rap and Revenge, qui, en gros, mettait une femme qui avait subi les pires sévices et qui essayait de se mettre à la recherche de son agresseur, de son bourreau, pour le tuer, l'éviscérer, etc., sans jamais se poser de questions. Et là, ici, le film prend tous ces codes et réussit à se les réapproprier en nous présentant un personnage qui est vraiment super complexe dans ses réflexions et qui est assez incroyable de justesse, aussi bien au niveau du scénario, au niveau des émotions qu'elle fait passer, même au niveau de la violence qui peut être générée. C'est vraiment quelque chose où on y croit, on plonge dedans, c'est assez dingue. Euh... Je sais pas si je peux faire tenir une émission tout seul. 1 heure qu'il parle non-stop, le mec. Ouais, mais vous, dites-moi. Dites-moi aussi. Moi, je me ferais une joie de discuter avec vous de films ou de séries que vous avez pu regarder. Après, j'ai préparé le truc parce que je savais pas trop non plus si il y allait avoir beaucoup de discussions, tout ça. Donc, j'ai essayé de me préparer un peu tout ça. Mais voilà. Moi, ça, je vais essayer de le garder un peu dans les prochaines. Après, vous me direz hein, si vous trouvez ça intéressant ou pas, hein, et moi, je trouve que c'est plutôt cool parce que comme ça me permet de parler de 2 films. En plus, là, pour le coup, ça tombe bien. Ça me fait aussi du bien de taper sur un film mauvais qui m'a pris 2 heures de mon temps. Et les mettre en comparaison sur un point bien précis qui leur est commun, hein. Et surtout que là c'est assez flagrant parce qu'on a vraiment la manière hollywoodienne dans Shadow in Cloud qui est vraiment, enfin c'est indigeste au possible, c'est tout sauf féministe, c'est juste ça te refout des nouveaux clichés plus qu'autre chose. Et à côté on a The Nightingale qui pourtant a maintenant bientôt 4 ans hein, quand même, mais qui est d'une justesse incroyable sur ces sujets sans jamais les aborder vraiment frontalement, quoi. C'est ça qui est fou, c'est tout est en filigrane, tout est en sous-texte, entre deux claques dans la tronche, parce que ouais, c'est vraiment très 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 dur The Nightingale. C'est t'y vas pas comme tu vas mater le prochain Marvel ou un Fast and Furious, hein. T'y vas vraiment en mode ok, faut que je m'accroche, je sais que ça va être dur comme moment, mais c'est magnifique. C'est vraiment un excellent film. Livré à nous-mêmes, je pique. Les Bronzés 3, j'ai trouvé que c'était un peu nul. Fast and Furious Tokyo Drift, c'est à partir de là que tout est parti en cacahuète, les mecs. À partir de là que le seul acteur asiatique pour justifier ce titre est mort. Et revient dans le prochain Fast and Furious. Il ressuscite le mec. Et on t'explique pas pourquoi. Mais bon, c'est voilà. Fast and Furious, quoi. Mais du coup, voilà. Moi, c'est le petit truc. Donc, je vais essayer à chaque émission d'essayer de garder un petit peu en fonction de ce que j'aurais vu aussi dans le mois, hein. Mais d'essayer de trouver au moins 2 films comme ça qui peuvent se rapprocher sur un thème ou sur un autre pour essayer de les présenter un petit peu différemment et surtout les confronter un petit peu. Parce que forcément, à chaque fois, il y en aura un que j'aurais préféré à l'autre. Mais voilà. Il y a aussi bon Peter qui nous précise que c'est pas du ciné, mais il y a Bon Chien Chien de Thomas VDB sur Netflix. Et effectivement, et il en a mis au piratage. GG. Quelle est ta position face au piratage? Ma position face au piratage, elle est très simple. Je ne l'encourage clairement pas, mais je comprends, vu les prix des billets, des DVD, des VOD, que les gens se dirigent vers ça. Parce que pour le coup, t'as en comparaison, je trouve tout ce qui est streaming, style Netflix, Amazon, Apple TV, tout ça, je trouve ça plutôt cool parce que t'as un abonnement qui est plutôt pas cher, en plus que tu peux partager à plusieurs potes, du coup ça revient vite vraiment pas cher, et qui te propose quand même du nouveau contenu, des choses parfois assez ambitieuses aussi, hein. Alors,
Pour la plupart, c'est quand même assez loupé ou c'est souvent un peu mauvais, mais c'est parce qu'ils en font en masse, donc forcément, tu as plus acheté qu'à garder, hein, c'est forcément comme ça. Mais je trouve que de toute façon, le système cinéma avec des places à un prix exorbitant, c'est quand même quelque chose qui freine, surtout dans des périodes comme maintenant, quoi. Alors oui, et d'ailleurs, tu fais très bien de parler de The Boys, Alexis, parce que je vais parler d'une autre série, du coup, qui risque de te plaire dans très peu de temps, même voire maintenant. Maintenant, on passe à deux trucs que j'ai matés ce mois-ci et qui m'ont tous les deux mis une grosse baffe dans ma tronche, en plus de The Nightingale, mais deux séries, non, un film et une série qui m'ont vraiment régalé. C'était une régalade. C'est Invincible et Night in Paradise. Ah, donc Invincible dispo sur Amazon Prime. Il y a la première saison qui est dispo sur Amazon Prime et Night in Paradise qui est un film Netflix de Park Hoon-jong. Mais je vais d'abord vous parler de Invincible vu qu'Alexis a commencé à mater The Boys qui, je trouve, The Boys répond parfaitement à la promesse qui nous est faite, hein. C'est la promesse, elle est simple. C'est en gros, on va vous donner des super-héros qui sortent des figures habituelles de super justicier, de quelqu'un d'extrêmement juste, d'extrêmement prude, et on pousse les potards totalement à l'inverse et on vous montre que eux aussi, si, en tout cas dans la réalité, s'il y avait les super-héros, il y aurait forcément des beaux salopards qui essayent de se faire passer pour des mecs cool. Et ça, The Boys, je trouve, c'est plutôt réussi, surtout dans la saison 1. Le personnage de Butch, que moi je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Le côté trash, tout ça, c'est plutôt bien maîtrisé. La saison 2, là, j'ai trouvé ça un peu redondant. Ça n'avançait pas beaucoup, mais ça restait carrément regardable, hein, et loin d'être honteux. Mais ouais, voilà, The Boys, j'attends de voir. D'ailleurs, il y a Jupiter's Legacy aussi, là, qui est arrivé sur Netflix il y a très peu de temps. Une série super-héroïque aussi, hein, basée sur un comics. Aussi, donc un comics, je crois qu'il commence à dater un petit peu en plus, hein. C'est pas un comics récent. Mais Jupiter's Legacy, c'est pas dingue. Tout le monde le vend comme c'est le The Boys de Netflix. Pas du tout. Si vous voulez, si vous vous dites je vais mater un truc trash, violent et tout, allez pas mater Jupiter's Legacy, hein. Jupiter's Legacy, c'est plus des super-héros qui sont en mode médiateur familial, tu vois. Mais étrangement, je trouve ça assez kitsch et très inégal, hein. Il y a vraiment des choses qui sont longues, qui sont pas très bien, pas très réussies. Mais le film, en gros, franchement, enfin, la série, pareil, c'est 8 épisodes de 30 ou 40 minutes, ça se mate très très vite. Moi, j'ai envie de voir la saison 2. J'ai envie de voir la saison 2. C'est plutôt ok, tu vois, c'est très moyen, mais c'est ok. C'est ok. Mais du coup, revenons-en à nos moutons. Et revenons-en à Invincible. Donc effectivement, Alexis l'a dit dans le chat, c'est fait par Robert Kirkman, que beaucoup connaissent pour Walking Dead. C'est alors. Ce qui est plutôt cool, c'est que ça fonctionne un peu comme le modèle de Walking Dead. C'est Robert Kirkman qui est l'auteur du comics, comme The Walking Dead, et qui va en fait showrunner toute la série. Et ça, c'est vraiment cool parce que du coup, on a vraiment l'auteur du comics qui peut être là pour le gage de respect de l'œuvre et aussi un gage de on va amener l'œuvre autre part parce que c'est un autre média qui nous permet d'autres choses. Et ça, c'est plutôt très intéressant, quoi. Et Robert Kirkman, d'ailleurs, vient d'officialiser une saison 2 et une saison 3 pour Invincible. Mais pourquoi c'est bien? Alors déjà, c'est une série d'animation. Alors pour adultes, hein, ça c'est très important de le répéter parce que ça, pour le coup, Invincible, c'est vraiment cradingue. Il y a des boyaux qui volent dans tous les sens à chaque épisode. Il y a vraiment des trucs bien cradingues. Il y a notamment une scène qui est incroyable où un personnage est juste face à un train qui se coupe en deux devant lui avec des boyaux qui giclent dans tous les sens, etc. Enfin, il y a des moments d'animation assez incroyables. Ouais, Invincible, c'est sorti. Ouais, il y a les 8 épisodes de la saison 1 qui sont dispo sur Amazon Prime et c'est des épisodes à chaque fois de 45 minutes. Donc ça c'est plutôt cool parce que moi, généralement,
quand on pense à l'animation, tout ça, tout souvent on se dit ça va être un format de 20-30 minutes où bah, finalement t'as pas le temps de raconter grand-chose. Et là, du coup, 8 épisodes de 45 minutes, pour le coup, c'est vraiment cool, quoi. T'as le temps de construire des intrigues, de construire tes persos, et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup dans Invincible. Et tu as des figures qu'on reconnaît hein, forcément, qui sont des caricatures d'autres super-héros, hein, notamment le gros personnage qui est Omni-Man, qui est le père du personnage principal, donc Invincible ici, qui dans la vraie vie s'appelle Mark et qui est le fils de Omni-Man, le super-héros le plus puissant que le monde ait jamais porté, et qui est ici pas un Kryptonien mais un Vilrumite, donc qui vient de Vilrum, sa planète d'origine, et qui est là un petit peu pour chapeauter tout ça avec une sorte de Justice League, etc. à côté, donc plein de super-héros. Et ce qui est super cool dans Invincible, c'est vraiment qu'on est sur un discours très mature, qu'on est sur même une animation qui est... alors, l'animation est parfois... comment dire, elle manque un peu parfois de fluidité, l'animation. Mais ça, c'est purement des questions de budget. Mais j'espère qu'avec le succès de la première saison, parce que ça a fait un carton sur Amazon, j'espère que ben, justement ils vont remettre du budget pour que améliorer un peu ça, parce que c'est le seul petite critique, et c'est vraiment parce que je veux faire une critique, attention, hein, c'est pas du tout gênant pour regarder. Au contraire, la plupart du temps, il y a des trucs d'animation assez ouf et des tableaux assez incroyables dans le truc. Mais voilà, c'est une très bonne série, Invincible. Si vous l'avez pas vu, franchement, allez-y. Là, je vous dis, vous avez 8 épisodes de 45 minutes, donc vous avez de quoi faire. C'est juste vraiment une grosse réussite. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un anime de ce type, en tout cas sur des super-héros ou sur quelque chose d'un peu plus mature que les Avengers de Disney, tout ça, qui sont là pour le coup plus axés pour les enfants la plupart du temps. Franchement, c'est plutôt cool. C'est vraiment cool, avec des vrais enjeux. La fin de saison, d'ailleurs, elle laisse présager une saison 2 de folie. Et un personnage, donc Marc, Invincible, hein, qui finalement va se poser plein de questions et qui va être tiraillé du début à la fin entre son identité un petit peu Vilrumite, hein, l'héritage de son père, qui n'est pas un terrien, mais un Vilrumite, et l'héritage de sa mère, qui, elle, pour le coup, est bel et bien une terrienne, qui n'a pas de pouvoir. Donc il va être un petit peu tiraillé là-dessus pendant tout le truc, et c'est très intéressant à voir, et c'est méga fun à regarder en plus. C'est vraiment méga fun. Et du coup, deuxième reco, donc là ça se passe sur Netflix, c'est le film Night in Paradise de Park Hoon-jung, qui, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est notamment le scénariste du film J'ai rencontré le diable, que je vous recommande aussi vraiment beaucoup, mais encore une fois, il va falloir avoir le cœur bien accroché. Ah, les Boys, ouais, c'est pas, c'est pas pareil, Linda, les Boys. Mais du coup, on a parlé beaucoup de Boys hein, quand même. Là, il y a la série de The Boys, il y a dans The Nightingale, il y a un personnage qu'on appelle Boy. Là, toi, tu parles des Boys. Ça fait beaucoup de Boys tout ça. Il va falloir un petit peu hiérarchiser. Voilà. On boit pas en plein milieu de phrase, mais je fais ce que je veux, moi aussi. Là, je suis tout seul, on peut pas me stopper, les gars. Mais du coup, ouais, je reviens à mes moutons, Night in Paradise. Donc, le réalisateur, si vous voulez vous faire une petite idée avant d'aller voir Night in Paradise de ce qu'il peut faire, ou en tout cas des histoires qu'il peut raconter, je vous recommande vraiment J'ai rencontré le diable, qu'il a scénarisé et qui est un film assez fou. Je trouve, c'est à la limite du film d'horreur, hein. C'est pareil, interdit moins de 16, c'est très gore, c'est très violent, très explicite aussi surtout, c'est vraiment un très bon film. Mais du coup, Night in Paradise, pareil, c'est arrivé il y a très peu de temps sur Netflix, on en a pas trop entendu parler parce qu'en fait, c'est arrivé le même jour que le film Love and Monster, où, encore une fois, moi je pense que tout est lié. Dedans, il y a un chien qui s'appelle Boy. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Ça fait encore un Boy de plus sans avoir préparé tout ça. C'est louche. Mais bon. Donc c'est arrivé en même temps que ce film, dont on a beaucoup entendu parler, avec l'acteur, donc je me souviens jamais du prénom, mais l'acteur qui a fait les trois labyrinthes. Alors le film Love and Monster, attention, hein,
ça se regarde, c'est plutôt cool, mais c'est pas non plus la folie, je trouve, mais ça se regarde, c'est plutôt sympa. Par contre, Night in Paradise, alors là, on est sur du lourd. Mais on est sur du lourd comme on est souvent sur du lourd quand on parle de films coréens. Donc, en gros, je vous brosse vite fait le tableau du truc. Donc, on va suivre un gangster qui, en fait, voit sa demi-sœur et sa nièce se faire tuer parce qu'il par, il suppose, le chef du gang rival, qui, ironiquement, ben, très peu de temps avant cet accident, voulait le recruter dans son crew. Donc lui, du coup, évidemment, sa demi-sœur, sa nièce se font tuer pratiquement sous ses yeux. Hein. Ben, lui, il décide d'aller voir, du coup, le chef du gang rival pour se venger et le tuer. Hein. C'est un peu comme ça que ça fonctionne chez les balourds. Du coup, bon, il réussit son truc, évidemment. On lui dit, ben, écoute, maintenant, vu que tu as fait ça, tu vas aller te mettre au vert sur l'île de Jeju, qui est en gros une île un petit peu en dehors des métropoles, tout ça, la campagne, machin. En gros, on lui dit, tu vas te mettre au vert là-bas pendant au moins une semaine, le temps qu'on organise ton départ en Russie pour te mettre en sécurité. Donc, lui, il part à Jeju, après avoir fait ça. Et il attend que ses potes le contactent. Et dedans, il est hébergé chez, en gros, un mec qui est en contact un petit peu avec ce que je vais appeler la mafia coréenne, parce que c'est pas vraiment des yakuza, même si ça y fait beaucoup penser. Du coup, lui, il est en contact avec eux, il fait de la vente d'armes, etc. Il est en business avec des Russes, tout ça. Et sa filleule, qui, elle, en fait, a une maladie qui la condamne, et on sait qu'elle a très peu de temps à vivre. Et du coup, en fait, une fois qu'il est arrivé sur Jeju, le film est ultra poétique, je trouve. C'est vraiment, on a ces deux personnes qui sont condamnées toutes les deux d'une certaine manière. Hein. Il y a la fille qui est malade et qui sait qu'elle va mourir dans pas si longtemps que ça. Il y a lui dont la tête est mise à prix par à peu près tous les mafieux de Corée pour le buter. Et il se retrouve là un petit peu dans un moment qui est un petit peu suspendu dans le temps, où ils apprennent à se connaître. Au début, évidemment, ils se prennent la tronche, etc. Mais c'est vraiment ces deux êtres paumés, finalement, qui vont réussir à trouver un sens un petit peu à toute la violence qu'il y a autour d'eux, en se rencontrant et en apprenant à se connaître. Et rien que pour ça, le film est assez magique, je trouve. C'est vraiment très très beau, toute cette petite histoire. C'est même pas vraiment une histoire d'amour, hein, c'est juste une petite romance, un petit flirt, rien de bien ouf, mais qui est systématiquement cassé, on va dire, par des moments d'une rare violence. Parce que quand les mafieux ils retrouvent la piste du mec, je peux vous dire que ça déconne pas, quoi. Et en Corée, je sais pas si vous saviez, mais en Corée, les armes à feu sont pas aussi facilement accessibles que, par exemple, aux États-Unis ou au Japon. Et du coup, tout se fait à l'arme blanche. Hein. Ils ont tous leurs couteaux et ça coupe du beefsteak. Hein. Et c'est ça qui, je trouve, renforce encore plus cet aspect figé dans le temps quand le personnage est sur l'île de Jeju et qui fait la connaissance de cette personne. Parce que systématiquement, on vient rappeler à la réalité de leur situation, à la réalité des enjeux qui sont présents depuis le début du film. Et les enjeux, c'est la mort, et une mort violente, sanglante, sans beaucoup de poésie. Parce que pour le coup, le film, en plus de réussir tout ça, il réussit à foutre un petit peu comme une cocotte minute sur tout le film et sur toute l'intrigue, qui pète comme ça à certains moments, avec des moments vraiment qui sont très violents, très explicites. Encore une fois, hein, si vous voulez le mater, sachez ce que vous regardez. Très beau film, très bon film, mais qui, les plus sensibles, je pense qu'ils vont fermer les yeux plus d'une fois. Mais ça, je trouve, ça ne gâche rien au film, et au contraire, ça sublime encore plus les petits moments de douceur et les petits moments d'émotion que tu as, qui sont disséminés comme ça, notamment quand ils sont sur l'île de Jeju. Donc, Night in Paradise, si vous ne l'avez pas noté, c'est dispo sur Netflix, je vous le recommande chaudement. Tout comme au moins le film J'ai rencontré le diable, scénarisé par le réalisateur de Night in Paradise, qui est plutôt cool, mais pareil, très explicite, très violent. C'est d'ailleurs assez commun à tous ces films, hein, à Park Jung. Généralement, c'est très violent. Et évidemment, la série Invincible, qui est dispo sur Amazon Prime, et qui vient de finir sa première saison, donc 8 épisodes de 45 minutes. Ça se mate pour le coup très vite, parce que à chaque fin d'épisode, il y a un cliffhanger qui te donne envie d'aller mater le suivant, etc. C'est vraiment très très cool. Et évidemment, The Nightingale de Jennifer Kent, qui est... Bon, ça va vous... C'est le genre de film pour vraiment insister sur le fait que
allez-y en sachant que vous allez prendre un petit peu un moment extrêmement dramatique et violent dans la tronche, mais qui raconte de belles choses. À côté de ça, qui raconte de belles choses. Mais voilà, c'est très très dur, très très sombre, très violent. Mais je vous le recommande vraiment. C'est vraiment une petite pépite. Et dites-vous surtout, matez-le, parce qu'en plus, c'est un film qui est sorti en 2017, qui n'a pas eu l'exploitation qu'il aurait mérité, parce que, bah, je pense, parce que trop violent, et qui arrive chez nous pratiquement 4 ans après, en VOD seulement. C'est quand même vraiment dommage pour un film de ce calibre. Vraiment, ouais, pour un film de ce calibre, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, voilà. Et ne matez pas Shadow in Cloud. Alors je ne sais pas, là, moi je vous avoue que tout mon petit blabla, je viens de le finir. J'ai essayé de pas faire un truc trop chargé pour qu'il n'y ait pas que moi qui blablate, tout ça. Est-ce que vous, il y a des choses particulières dans les prochaines émissions ou là maintenant, des trucs vous aimeriez qu'on essaye de faire, tout ça? Enfin, qu'on essaie de faire, qu'on essaie de discuter un peu. Tu dois faire. Oh ouais, j'ai pas le début de la conversation là, c'est pas Abbé de Beauvais. Abbé de Beauvais. On parle souvent de la baie de Rio, mais la baie de Beauvais est parmi les plus belles du monde. Ah, Patrick Bouchité. Ah, moi je trouve que le chat est plutôt drôle, hein. Je suis même un peu dégoûté d'avoir sauté quelques trucs, hein. Bon, du coup, moi ce que je vous propose, c'est déjà de nous dire un petit peu bah, sur les différents réseaux sociaux, tout ça, de nous dire ce que vous en avez pensé aussi, hein. Est-ce qu'il y a des films sur le Pays Basque? Il doit en avoir. Il y en a très certainement. Euh, Les seuls qui me viennent en tête, malheureusement, sont très mauvais. Notamment, j'en ai un avec DJ Bourdon et je crois Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, qui est un médecin de ville qui arrive à la campagne, où les mecs, là-bas, c'est rugby à 2000%. Les mecs font semblant de créer une équipe de foot, et en gros, essaie de coller à ce que Laurent Deutsch aime pour que le médecin reste là. Donc c'est louable, ça essaie de parler des déserts médicaux, mais c'est fait avec le cul. Je suis désolé de le dire, c'est fait avec le cul. À un moment, il va au Pays Basque. Brice de Nice, je suis pas sûr qu'il aille au Pays Basque. Ah, je suis pas sûr. Il est plus du côté de Marseille, tout ça, non? Et Kim Coast. Kim Coates. Je vais checker qui est Kim Coates. Parce que le nom me parle là comme ça, mais il me parle juste. Je vois pas trop. Kim Coates. Un générateur de films avec Christian Clavier en mettant Didier Bourdon à la place. Ah ouais, ça, ce serait magique, hein. D'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, le générateur de films à Christian Clavier, vous tapez ça dans Google, c'est très très vite hilarant et c'est triste à quel point c'est vrai. Ah, c'est Tig de Sons of Anarchy, Kim Coates. J'adore cet acteur. Et c'est un acteur c'est malheureusement non, il n'y en a pas des masses. C'est un acteur méga sous-coté, je trouve. Moi que j'ai découvert dans, alors évidemment dans les films d'action, je crois genre dans Waterworld, il doit avoir un petit rôle. Il a toujours eu des petits rôles comme ça, des petits second rôles dans des actionneurs des années 90. Et dans Sons of Anarchy, vraiment, j'ai découvert son jeu d'acteur et tout, et il est incroyable, quoi. Il est vraiment, vraiment incroyable, ce mec. Je le trouve. Mais ouais, il est génial, mais tout à fait. Il est complètement génial. Il est complètement génial. Et je crois que le dernier truc dans lequel je l'ai vu. Enfin, en tout cas, il est dans une série là en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Euh, c'est Bad Blood. Il est dans une série dans Bad Blood. Par contre, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller regarder ça. Mais ouais, acteur carrément sous-coté parce que excellent. Et malheureusement abonné au second rôle et au film un peu secondaire, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Mais du coup, Bad Blood, c'est bien? Ça vaut le coup que j'essaye de m'y mettre ou pas du tout? Ah ouais, si t'as déjà maté la série 3 fois, c'est que ça doit être un peu sympa. Ah, mais faudra que j'aille voir ça. Et justement, ça fait partie des mecs que tu vois, comme la Bad Blood. Quand j'ai vu qu'il y avait lui, je me suis dit, ah tiens, faudra que j'aille voir. Juste parce qu'il y a lui, tu vois, je sais même pas de quoi ça parle. Mais juste parce qu'il y a lui, je me suis dit, faut que j'aille mater. Faut que j'aille mater.
Après, là, j'ai enfin repris, c'est sur Amazon Prime que j'ai enfin recommencé ça, c'est The Expanse, qui est là la cinquième saison, si je dis pas de bêtises. Euh, qui est assez dingue, quoi. Pour ceux qui aiment la SF, mais attention, la vraie SF, hein, avec des vrais enjeux géopolitiques, pas juste on fait la guerre dans l'espace, parce qu'il y a de ça, il y a même beaucoup de ça, mais il y a surtout des vrais gros enjeux politiques, c'est très politique. Franchement, The Expanse, c'est un petit bijou de série SF, quoi. Si vous l'avez jamais vu et que vous avez par exemple kiffé Battlestar Galactica, la bonne série, hein, pas la toute dernière, hein, celle des années 90 ou début 2000, je suis jamais sûr. Mais, mais ouais, matez The Expanse, ne serait-ce que par curiosité, parce que c'est vraiment cool. Et ce qui est plutôt bien en plus, je trouve, c'est que tu as très peu de séries qui font ça. C'est que la première saison, elle n'a rien à voir avec les saisons suivantes. En gros, la première saison, ça t'installe tous les personnages, toute l'intrigue qui va rester en filigrane au fil des saisons. Ça t'installe tout ça, mais sous forme de polar très noir. On suit un détective privé dans une station spatiale, tout ça. Et en fin de saison, ça commence à s'ouvrir vers l'extérieur et vers les vrais enjeux, la politique, entre la Terre, Mars, etc. Franchement, c'est génial. C'est génial. Ah, si tu lis quel livre? Parce que là, il y a eu beaucoup. Ah, parce qu'il y a de la fausse SF maintenant. Ouais, il y a de la fausse SF. Enfin, non, pas vraiment de la fausse SF, mais en tout cas, il y a des. Je trouve qu'on est à une époque où on appelle SF tout et n'importe quoi. Je trouve. Pour moi, une vraie, c'est. Pour moi, c'est. Si tu fais juste du piou-piou dans l'espace, c'est pas vraiment de la SF. Pour moi, la SF, faut que tu aies quand même un truc un peu plus cérébral, entre guillemets. En tout cas, des enjeux importants qui portent à réfléchir, tout ça. Je trouve ça, c'est de la vraie grosse SF que j'aime bien. Que j'aime bien. Qui est un peu prise de tête, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool, hein. Mais The Expanse, ouais, si vous avez l'occasion, franchement, c'est cool. Et Peter Zayan, mais Peter Zayan, pourquoi tu me lances sur ce film? Qui me dit qu'il y a Brutus versus César. Euh, c'est sur Prime. Ouais, ouais, c'est sur Prime. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je trouve que c'est à vomir, pour ne pas dire autre chose. C'est nul. Tous les sketchs sont ratés. Ça joue mal. Alors que pourtant, il y a des mecs que j'aime bien. Kéron qui réalise, qui est le personnage principal, hein, du coup. Mais tout est à côté. Tout est à côté. Il y a rien de bien. Il y a rien de bien. Rien de drôle et tout. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais voilà. Après, ouais, Léo Mattei, HPI, tout ça avec Audrey Fleurot. Pourtant, j'aime bien Audrey Fleurot. Pareil, c'est une actrice sous-cotée. Mais d'ailleurs, tu veux parler d'HPI. Mais je crois que. euh, ouais, c'est grosso modo ce que je dis, moufle, hein. Genre littéraire artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. C'est cet aspect-là cérébral qui manque à certains trucs qui ont la pastille SF. Je dis juste ça. Ah, il y a des vannes, mais elles sont pas dans Brutus versus César. Ah si tu parles de science, de technologie, des trucs comme ça, et du monde en général avec la géopolitique, je dis cérébral, c'est peut-être pas le bon terme, mais t'as des enjeux qui te font un petit peu travailler la matière grise. Mais du coup, ouais, HPI, pour le coup, vous allez être deg, j'ai une info sur HPI. HPI, je crois qu'il a pété le record d'audience depuis, je crois, genre 10 ans, un truc comme ça, à la première diffusion. Mais voilà. Moi je vous propose qu'on s'arrête là, qu'on se dise au revoir en faisant des bisous, qu'on se dise à dans un mois. Du coup, dans l'émission, n'oubliez pas évidemment de vous abonner à Twitch, à la chaîne YouTube, etc. pour louper aucune vidéo, notamment les vidéos de mes éminents collègues qui vont arriver ces prochaines semaines, hein. Il y a un burger quiz qui va arriver, il y a aussi une petite surprise qui va arriver aussi. Euh, et, euh,
Et non, j'ai pas peur de débattre, mais ça pourrait vite prendre des heures pour qu'on se rende compte qu'on est finalement d'accord sur le gros. Et ouais, du coup, ça, et puis 1er juin, 1er mardi de juin, l'Apoca-Live sous sa nouvelle forme, avec des explosions dans tous les sens, des mecs cool qui regardent pas les explosions derrière eux, tout ça. Donc voilà, alors quand une émission sur les livres, pourquoi pas, mais ce sera pas fait par moi parce que je lis très peu de livres pour le coup, mais j'ai cru voir, je crois que ça doit être... Il y a quelqu'un qui est en train de lire The Expanse, je crois, de l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Donc pourquoi pas. On verra, on en reparle. On en reparle, on en reparle. Mais voilà, je voulais aussi remercier Romain pour le générique qui déboîte sa maman. Merci à lui d'avoir pris du temps pour ça. Et merci à Caillou, parce que vous l'avez peut-être pas vu, ni entendu, mais Caillou, il a été là du début jusqu'à maintenant avec nous. C'est grâce à lui que vous avez pu déjà voir le stream, hein, parce que ça passe par son PC. Et c'est lui aussi qui vous a scrollé les articles, tout ça, qu'on a pu montrer toute la soirée. Donc merci à lui pour tout ça. Et puis, Mais je de vous rien, dis GG, à tu as été très... génial. Vous avez tous Ah été voilà, merci, merci. Mais toi magnifiques. aussi. Bravo, bravo à vous. Et c'était moi qui lisais The Expanse. Voilà. Mais Bisous, bisous. voilà, Je parfait. te laisse finir. Mais voilà, donc merci à vous d'être resté jusque maintenant. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, tout ça, à me dire si il y a des choses que vous souhaitez qu'on aborde dans une prochaine émission ciné. N'hésitez pas. Moi, je suis ouvert à toutes propositions, évidemment, cinématographiques, j'entends. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. Et puis d'ici là, matez les trucs. Ciao! Ah oui, c'est vrai. Je suis toujours là? Ah bah c'est bon. Ah oui, donc ouais, j'ai complètement oublié de vous dire qu'on partait aussi Rédé Fabastien, que vous avez certainement vu dans certaines de nos émissions, qui nous suit très régulièrement dans le chat, qui est passé faire un coucou tout à l'heure. Et là, si je dis pas de bêtises, il est en live sur Sekiro, un jeu qui est pas pour les manchots. Donc on vous laisse avec lui. Ciao!